Retour sur l'UFC 311, Pereira qui défendra sa ceinture face à Ankalaev, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le lundi 20 janvier 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Suite à sa victoire sur Kevin Holland ce week-end, Rainer Derrider a déclaré qu'il était très confiant avant le combat. Il n'avait pas la même appréhension que lors de sa dernière apparition face à Merthirt, pour la simple et bonne raison qu'il ne s'était jamais entraîné avec Holland, ce qui n'était pas le cas, hein, je vous le rappelle, avec Merthirt. Il pensait quand même que Holland justement serait plus mobile et que par conséquent ils allaient passer un peu plus de temps debout. C'est tout ce qu'il a partagé sur son ressenti concernant le combat. Pour la suite, il est ouvert à tout. Il a cité notamment Shimaev, Whittaker, Adesanya, mais aussi Imavov. 3 ou 5 rounds, peu importe. Par contre, il assure qu'il restera pour l'instant chez les poids moyens et qu'il continuera de s'entraîner à Kill Cliff, aux États-Unis donc. Et il n'a pas donné de date précise, hein, pour un potentiel retour, mais on comprend qu'il reste à la disposition de l'UFC et ne compte pas prendre une trop longue pause. Almeida, lui aussi, s'est débarrassé assez rapidement de son adversaire, Sergei Spivak. Il nous apprend qu'il s'est blessé au pied dans ce combat, et forcément espère que ce ne soit pas trop grave. On l'a vu prendre une belle projection, hein, dans le pur style judo, et par conséquent passer un moment sur le dos. Il a tenu à donner du crédit à son adversaire, hein, pour cette phase, ajoutant que c'est quelque chose qu'il maîtrise à la perfection et qu'il arrive à reproduire à quasiment chacune de ses sorties dans l'octogone. Et puis il persiste et signe, il veut affronter Cyril Gane, toujours pour les mêmes raisons. C'est un combattant qui est au top depuis des années et a même détenu la ceinture intérim. Espérons pour lui que l'UFC aille dans son sens. Jiri Projaska, lui, a passé 6 mois à se préparer très sérieusement pour ce combat, qui s'est soldé, comme on l'a vu, par un KO dans la dernière reprise. Il s'est aussi dit très heureux d'avoir amélioré sa garde, estimant avoir mieux réussi à maintenir les mains hautes que lors de ses dernières sorties. Ça a d'ailleurs été un des points d'orgue de son camp d'entraînement, d'après lui, même s'il ne peut pas s'empêcher, hein, d'ajouter qu'il a énormément confiance en ses mouvements de tête. Et puis on l'a interrogé sur le premier round, il pense que Hill n'était pas si sonné que ça, à ce moment du combat en tout cas, hein, mais que ce n'est pas un problème parce que lui était préparé pour tenir la distance si jamais il n'arrivait pas à terminer avant. Il a quand même été assez dur avec lui, hein, puisqu'il se donnerait un C ou un B- pour noter sa performance. Et puis pour la suite, on sait que Pereira va affronter Ankalaev. Lui, bien sûr, veut croiser le Brésilien pour une troisième fois, mais il assure qu'il ne veut pas être le backup fighter, hein, le troisième homme de la soirée, parce qu'il veut absolument être au top et faire un camp d'entraînement complet, centré sur Pereira, alors que s'il était le backup fighter, il devrait préparer et Ankalaev et Pereira. Forcément, ça n'est jamais un camp d'entraînement optimal. Merab Valishvili, lui, explique qu'en effet, il a pris son temps pour rentrer dans ce combat, qu'il est de toute façon toujours meilleur dans les derniers rounds, avant d'ajouter, hein, qu'il n'était pas venu seulement pour lutter, mais pour combattre, et qu'il voulait vraiment frapper son adversaire. Un journaliste lui fait remarquer qu'Oumar a déclaré s'être cassé la main. Forcément, il a semblé assez agacé, hein, par cette annonce du Russe. Lui, il dit avoir été blessé au dos et à la jambe pendant son camp. Il avait parfois tellement mal au dos qu'il ne pouvait pas se lever du lit et ne pouvait pas se faire soigner correctement parce que le Performance Institute était fermé à l'occasion de Noël et du jour de l'an. Et parfois, alors que c'était ouvert, on lui a refusé l'accès parce que Oumar était en train de s'y entraîner. Sinon, hein, il s'est dit prêt à défendre 4 fois sa ceinture cette année et vouloir affronter les meilleurs, même s'il a l'impression d'avoir déjà croisé le fer avec tout le monde dans la catégorie, ce qui n'est pas forcément faux, hein. Et puis il pense d'ailleurs, hein, au cours de ses nombreux combats, avoir prouvé qu'il peut battre tout le monde, peu importe le style. Et puis pour prochain adversaire, il pense que O'Malley est bien placé. Il le décrit comme un combattant qui peut mettre KO n'importe qui et avec une marge de progression, si bien sûr il fait les ajustements nécessaires. Le clou de la soirée, c'était Islam Makhachev qui a soumis Renato Moicano au premier round. Il était censé, hein, comme vous le savez, affronter Arman Tsarukyan, qui malheureusement s'est blessé au dos pendant sa perte de poids. Makhachev, en conférence de presse, a déclaré que peu importe l'adversaire, peu importe qu'il y ait un changement de dernière minute ou pas, il s'entraîne pour combattre et quand tu es le champion, tu es prêt à affronter n'importe qui. On lui a forcément demandé s'il avait dû changer de stratégie, étudier un peu son nouvel adversaire.
Lui, il répond qu'il a seulement regardé le combat de Moïcano contre Jailin Turner, parce que Turner est gaucher, ça pouvait donc lui donner quelques indications, mais sinon il connaissait déjà Moïcano et avait donc une idée de ce que pouvait lui proposer le Brésilien. Dans ce combat, il n'a pas vraiment laissé de place au doute, c'est le moins qu'on puisse dire, en s'imposant dès la première reprise. D'après lui, quand tu es champion et que tu affrontes un gars classé aussi loin, tu ne peux pas laisser de doute, tu ne peux pas prendre trop de coups, et donc la finition rapide était la meilleure des options. On le sait, il ne veut pas quitter le sport sans une deuxième ceinture. On pense forcément à la catégorie supérieure, celle du champion Bilal Mohamed. Il ne sait pas quand cette opportunité va se présenter. En attendant, il veut continuer de défendre sa ceinture, peu importe qui l'UFC lui mettra en face. Ce n'est pas son travail de choisir, c'est ce qu'il dit. Moi, je suis là pour combattre. Il a même évoqué une troisième ceinture, celle des poids moyens donc, et un journaliste est même allé jusqu'à lui demander s'il serait prêt à monter dans la catégorie encore supérieure, à savoir les lourds légers. Et là, il a répondu en rigolant que c'était un peu trop compliqué pour lui, il serait un peu juste, sauf si Daniel Cormier lui donnait des conseils nutrition. Forcément, Daniel Cormier et lui sont amis, et on comprend tous la petite blague. Dana White, comme à son habitude, a fait quelques déclarations. Premièrement, dans son esprit, Makhachev est le numéro 1 pound for pound. Et puis concernant ce combat, il assure aussi que Arman Tsarukyan devra recombattre s'il veut obtenir à nouveau une chance pour le titre. Et il nous apprend aussi qu'il y a de grandes chances que Khamzat Chimaev affronte le vainqueur de Dricus du Plessis contre Sean Strickland. Concernant la française Manon Fiorot et son potentiel combat contre la championne Valentina Shevchenko, il n'a pas souhaité donner d'informations. Par contre, comme il l'avait déclaré il y a quelques semaines, il travaille sur un changement au niveau des classements et devrait donner de plus amples informations d'ici 2 à 3 semaines. Tout ce qu'on sait, c'est que l'intelligence artificielle serait potentiellement utilisée. Et puis enfin, il a évoqué les travaux de rénovation de l'Apex et nous apprend que la somme déboursée est entre 26 et 30 millions de dollars et qu'ils pourront donc faire énormément de choses à l'intérieur. À ce prix-là, on n'est pas étonné. Khabib Nurmagomedov est revenu sur sa soirée, il l'a décrit comme une soirée assez compliquée, comme il s'y attendait, pardon. Concernant Islam Makhachev, il estime que, une fois de plus, il a prouvé qu'il était parmi les meilleurs au monde, qu'il était très heureux pour lui et pour son parcours dans le sport, dans l'histoire même des arts martiaux mixtes, et que très peu de combattants ont accompli ce qu'il a accompli. Concernant Umar Nurmagomedov, il lui dit de tenir sa tête haute, d'être fier de lui, qu'il a montré qu'il était un des meilleurs au monde, mais qu'il y avait beaucoup de travail à faire, qu'ils allaient travailler sur les erreurs et revenir dans la course vers le titre. Et il y avait aussi Tagir Ulanbekov, qui d'après lui a fait un très bon travail, qui l'a rendu très heureux, mais qu'il sait qu'il peut faire encore mieux, et que cette année, ils ont besoin de gagner encore quelques combats, et qu'il ne faut pas oublier la cible. Arman Tsarukyan, lui, est d'accord avec Dana White, il a besoin de se remettre en selle avant d'avoir un combat pour le titre et de montrer qu'il est le contender numéro 1. C'est le genre de performance qui ne manque pas de faire réagir, et Charles Oliveira est sorti du bois en expliquant que Islam Makhachev a fait ce qu'il avait à faire, mais qu'il était le prochain et que tout le monde le savait, qu'il y avait bien un champion chez les poids légers et que son nom était Charles Oliveira. Le champion de la catégorie du dessous, Ilia Topuria, a tweeté: Islam, si tu veux, je peux te finir, je peux te mettre KO et je vais faire en sorte que les choses aient l'air faciles. On se voit bientôt. C'est signé Ilia Topuria. C'est vrai que ça ferait un très beau combat, mais pour ça, il faut que Topuria monte d'une catégorie. Personnellement, vous le savez, j'aimerais le voir défendre son titre des poids plumes un peu plus avant de monter. Et on apprend par le manager d'Islam Makhachev que l'UFC aurait des plans pour lui et qu'il pourrait en effet aller chercher une deuxième ceinture, mais pas chez les poids welter, mais dans une nouvelle catégorie, une catégorie qui fait parler depuis plusieurs années déjà, vous le savez, la différence entre les poids légers et les poids welter, elle est de 7 kilos, ce qui est énorme, et l'UFC apparemment aurait pour projet de créer une catégorie entre les deux, à 165 pounds, donc on serait autour des 73-74 kilos si je dis pas de bêtises. Et puis pourquoi pas de rehausser la limite pour les poids welter. Personnellement, je n'y crois pas vraiment. Maintenant, si le manager de Makhachev le dit, c'est peut-être qu'il y a un début de quelque chose, et donc ce serait l'occasion pour Makhachev d'inaugurer cette ceinture. C'est quelque chose que je n'ai pas vu venir. Est-ce que ça se réalisera? Je ne sais pas, on en parle déjà depuis des années. La réponse dans quelques mois peut-être. On va en France maintenant et Baya Sungur
Shamsudinov, hein, plus connu sous le nom de Baki, sera de retour au mois de mai, mais ce sera pas au PFL, ce sera à l'Ares, et il devrait combattre pour la ceinture des poids welter face au champion invaincu. Thibaut Gouti, vétéran UFC qui a aussi combattu au Bellator, vient de signer avec le GFL, comme tout le monde, j'avais presque envie de dire. Est-ce qu'il sera drafté? Je ne sais pas, lui, depuis qu'il a quitté l'UFC, il a fait un peu d'anglaise, un peu de kickboxing même, je crois, du MMA. Voilà, il essaye de s'en sortir comme il peut. Il avait affronté des gros noms à l'UFC, notamment Sage Northcutt. La Big League avait choisi de se séparer de lui à un certain moment. Espérons qu'il puisse très bien gagner sa vie au GFL. Et puis l'autre grosse nouvelle du jour, c'est Benoît Saint-Denis qui s'engage avec Nicolas Hoth. Nicolas Hoth qui est notamment le coach de Nassourdine Imavov, un entraîneur très reconnu en France. Et je pense pour le coup que c'est un très bon choix de carrière de la part de Benoît Saint-Denis. On arrive en Angleterre maintenant avec de la boxe anglaise justement et l'ancien pensionnaire de l'UFC Darren Till a combattu Anthony Taylor. Il s'est imposé par KO au 6e round. On le sait, Darren Till fait les yeux doux à l'UFC, il aimerait revenir. Une bonne victoire en boxe anglaise, est-ce que ça peut l'aider à se rapprocher? Je ne sais pas. Dana White a été interrogé en conférence de presse à ce sujet. Et il explique qu'il n'était pas au courant que Darren Till allait combattre, mais qu'il a vu le résultat et qu'il était assez heureux pour lui. Retour dans la Big League justement, et c'est officiel, Alex Pereira va affronter Magomed Ankalaev. On n'y croyait pas, on pensait vraiment qu'Ankalaev n'obtiendrait jamais son combat pour le titre. Dans la dernière émission, je vous disais qu'il y avait une forte rumeur d'un combat chez les poids lourds entre Pereira et Volkov. Finalement, ça n'est pas le cas, et ça va avoir lieu le 8 mars prochain à l'occasion de l'UFC 313. Alors Pereira semblait vouloir prendre une pause suite à son dernier combat, et il l'a confirmé, je voulais prendre une pause, mais j'ai commencé à m'entraîner, tout allait très bien, je sentais que je progressais, donc j'ai contacté mon agent, lui disant que je voulais revenir au mois de mars et contre Ankalaev, donc c'est lui qui a demandé ce combat, et puis sinon il expliquait qu'il aimait beaucoup voyager et aller s'entraîner à droite à gauche, c'est une démarche qui l'intéresse énormément, et en cas de victoire contre Ankalaev, il ne ferme pas la porte à un troisième combat contre Jiri Prochaska. Sur cette même carte, on aura Justin Gaethje contre Dan Hooker, c'est aussi officiel. Il faut savoir que Dan Hooker va devenir père pile poil un mois avant ce combat. Ça avait déjà été le cas à la fois où il avait affronté Edson Barbosa. Ça s'était très mal passé et il l'a dit, hein. Mon enfant est né, pendant 3 semaines, j'ai très mal dormi. Est arrivé la semaine du combat, j'ai l'impression que je me suis réveillé dans la cage. Il avait passé une très mauvaise soirée. En plus, il le dit, je m'étais promis de ne jamais recommencer, mais je combats pour nourrir ma famille. L'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie. D'ailleurs, concernant Justin Gaethje, il estime qu'il est bien plus technique que ce que pensent les gens. Pour ce qui est du pied-point, en tout cas, hein, il l'a précisé. Et puis, il pense qu'une victoire lui permettrait d'être dans la discussion à la ceinture. Pour rappel, il avait déjà affronté Makhachev, hein, quand Makhachev était sur sa route vers le titre. Et il n'y avait pas vraiment eu photo dans ce combat-là. Benel Dariush, qui a un peu été le grand perdant ce week-end, il a perdu son adversaire Renato Moicano. Il semblerait que l'UFC prenne soin de lui financièrement, mais aussi qu'ils vont lui donner un très bon combat. Lui a demandé à affronter Dustin Poirier au mois d'avril. Et si ça ne le fait pas avec Dustin, il aimerait pourquoi pas Max Holloway ou Michael Chandler. Un vétéran maintenant, Cowboy Cerrone est de retour, il l'a affirmé, il veut faire 2 combats de plus sous la bannière Zuffa, donc la bannière de l'UFC, ça lui ferait 50 combats au total sous cette bannière. Il est de retour dans le testing pool, hein, c'est-à-dire les tests antidopage, tout est revenu négatif. Il est donc très fier et souhaite que l'UFC lui trouve un adversaire très prochainement. Et la dernière nouvelle du jour, c'est Daniel Cormier et Chael Sonnen qui seront les coachs du TUF 33. La diffusion devrait commencer, si je ne dis pas de bêtises, au mois d'avril. 2 vétérans. Habituellement, la tradition veut que les entraîneurs s'affrontent à la fin. Ça fait déjà plusieurs émissions que ce n'est pas le cas, donc on a un peu perdu ça. Mais Daniel Cormier et Chael Sonnen, il y a de l'expérience. Il y a aussi du bon phrasé, donc ça peut donner quelque chose de très intéressant à l'écran. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, mais ne quittez pas, tout de suite on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et on commence avec Mamen qui me dit: le grand soir arrive enfin, j'ai hâte de voir ça. J'espère seulement qu'on va pas s'enterrer dans des combats de lutte soporifiques et qu'on aura le droit à de la belle lutte très technique, défense de lutte, grand and pound et tentative de soumission.
Comme toujours, merci pour ce résumé. Bah, écoute, merci à toi. Bon, on n'a pas été déçus, hein, surtout pour Merab contre Oumar. À la fin du deuxième round, je ne voyais pas vraiment d'issue pour le champion. Je me suis dit que voilà, Oumar avait trouvé la solution. Merab était pas à bonne distance, quand il frappait, il touchait pas, il se faisait contrer à chaque fois. Oumar défendait très bien la lutte, mais une nouvelle fois, hein, Merab a su s'adapter, franchement, combattant intelligent, on pourra dire ce qu'on veut. Il est venu un peu salir le combat, il a mis sa pression, on a eu de la très belle défense de lutte des deux côtés. Et franchement, chapeau à Merab, parce que je ne l'attendais pas, encore une fois, à ce niveau-là. On a Norens qui me dit un sujet qui n'a peut-être rien à voir, mais peux-tu parler du Bellator et expliquer pourquoi ça s'arrête? Je sais que le PFL a racheté l'orga, mais cela semblait assez sérieux comme organisation. Bah écoute, la fin du Bellator, j'ai envie de te dire, c'était déjà fait. En fait, le PFL a racheté le Bellator, mais avait gardé une entité Bellator. Voilà, t'avais le PFL avec son tournoi d'un côté, et le Bellator avec une formule classique. Bah, ils ont décidé d'arrêter ça. Maintenant, ce ne sera que le PFL. Donc le Bellator, c'est terminé, mais en réalité, le Bellator appartenait déjà au PFL depuis un petit moment. Il n'avait gardé que le nom, c'était une manière pour le PFL de distinguer un peu deux ligues, deux systèmes différents. Maintenant, c'est terminé. J'espère juste que ça ne change pas énormément de choses pour les combattants. Dessinatora Pidovic, tu m'excuseras, en voyant Batman dans le titre, ça me rappelle au Pride FC un certain Mike Bencic, premier coach de JJB de Crocop, avant que Crocop travaille avec Fabricio Verdum, a fait un combat au Pride et son entrée était avec un masque de Batman. Même à l'époque, c'était too much. Bah écoute, merci pour le petit point, j'avais pas du tout la référence. Donc ceux qui veulent aller voir, Mike Bencic. Sinon, on a Hicham Baye qui me dit Bilal, ça reste le champion le plus sous-coté de l'UFC, pourtant il est vraiment loin d'être faible. C'est probablement le plus intelligent dans la catégorie welter, avec des game plans des enfers. Le gars est presque impossible à finaliser et a un excellent fight IQ. Il n'a jamais refusé un combat, allant jusqu'à call-out Khamzat quand il était encore dans la catégorie et que tout le monde le fuyait. Il a beaucoup souffert de son manque de popularité, mais maintenant il en joue beaucoup. J'espère qu'il battra Shafkat, par décision évidemment. Je suis d'accord, Mohamed, il est ultra sous-estimé. Moi, le premier, quand il a affronté Edwards, je trouvais que Edwards était supérieur à lui. Il m'a fait mentir, il sait s'adapter, il sait progresser. Et puis tu as raison, lui ne s'était pas caché d'affronter Ramzat Chimaev. Malheureusement, ça ne s'était jamais fait, mais je pense que ça aurait été un très beau combat. On a Nomoder qui me dit l'argument de la taille de Volkov qui serait un gros avantage sur Pereira ne tient pas debout. Cyril Gane a combattu et battu deux fois Volkov, sans réouvrir la polémique liée à la dernière victoire très controversée, et Gane fait la même taille que Pereira. Alors je dis pas que l'avantage de taille est un gros avantage pour Volkov, je dis juste que ça peut troubler, et t'as des combattants qui peuvent avoir du mal quand il y a une grosse différence d'allonge, un gars faut aller chercher la tête tout là-haut, ça peut être compliqué parfois, et puis le MMA, comme je le dis, hein, c'est pas des maths, tu peux faire la même taille que Gane, mais avoir plus de difficultés. Le MMA, c'est beaucoup une question de style, hein, c'est ce qu'on dit très régulièrement. Et puis tu me dis, il faut arrêter avec Pereira contre Ankalaev, etc. L'UFC ne veut pas d'un Ankalaev potentiellement champion mi-lourd. Pereira est aimé partout dans le monde maintenant, il fédère énormément et rapporte beaucoup à l'organisation. Ankalaev ne fédère personne, est né et ne sera jamais vendeur, bankable, donc côté financier est chaud. On comprend que l'organisation ne se précipite pas à officialiser cet affrontement. Bah écoute, ça a été fait ce week-end. Je suis d'accord, ils auront fait traîner les choses. Maintenant, sportivement, la logique est respectée et je pense qu'on ne peut que se réjouir de ça. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'actualité. Passez tous une très bonne soirée, salut!